Très bien, bonjour à tous. Donc, bonjour. Vincent Bourget, merci d'être là et tôt le matin, surtout que vous venez de Vienne, hein, donc 1h30 de trajet quand même, pour être avec nous. Alors vous êtes gérant de la société SLV Immobilier Bourget Habitat, mais vous êtes aussi depuis quelques mois responsable du pôle Habitat de la Fédération Française du Bâtiment, donc responsable Isère de ce pôle-là. C'est ça. Donc peut-être, est-ce que vous pouvez commencer par nous présenter en quelques mots votre activité en tant que gérant de la société Bourget Habitat et puis au sein du pôle Habitat de la Fédération du Bâtiment. Oui, bonjour à tous. La Fédération Française du Bâtiment, c'est donc, pour commencer par là, c'est une organisation professionnelle qui accompagne les entreprises du bâtiment. Et on retrouve dans la Fédération Française du Bâtiment différentes sections organisées par métier. On retrouve vraiment tous les acteurs du bâtiment. Donc on a des sections qui regroupent les métiers de la maçonnerie, du gros œuvre, des sections qui regroupent les métiers de la couverture. Et donc ce sont les entreprises du territoire qui finalement se retrouvent au sein de cette organisation professionnelle. Et puis il y a une section, le pôle habitat, qui regroupe les aménageurs, les constructeurs de maisons, les rénovateurs et également les promoteurs immobiliers sur des tailles d'entreprises variées et pareil vraiment sur le territoire de l'Isère. Donc effectivement j'ai pris la présidence au mois de novembre et pour l'activité, pour mon activité, moi j'ai différentes casquettes, à la fois constructeur de maisons, à travers Maison des Compagnons par exemple, et également de la promotion immobilière et de l'aménagement à travers Bourget Habitat. On travaille sur le territoire de l'Isère de façon assez étendue, principalement, c'est un territoire qui est principalement rural, même si on a des villes qui sont un peu plus denses, on travaille vraiment sur tout le territoire. Très bien. Pour les adhérents donc, que vous avez dit, qui sont assez nombreux et diversifiés du pôle habitat, ça représente à peu près combien d'emplois ou d'entreprises ou d'adhérents? Alors en fait, en adhérents directs, on a une vingtaine d'adhérents, donc constructeurs, aménageurs, promoteurs et rénovateurs, pour la section pôle habitat. Et après, dans les autres sections, on retrouve également différents volumes d'entreprises. J'ai pas le chiffre précis, donc je vais pas vous dire de bêtises sur le nombre précis d'emplois à la fois directs et indirects. En tout cas, la filière du bâtiment est une filière qui a besoin d'échanger beaucoup en amont, parce que ce que l'entrepreneur du TP vit aujourd'hui, c'est probablement ce que l'entrepreneur de la maçonnerie, puis de la couverture, puis de la plâtrerie peinture, etc., va vivre dans les mois qui suivent, puisque tous les marchés, tous les métiers sont vraiment liés les uns aux autres. Très bien, merci. Alors, je vais vous poser 2-3 questions. D'abord, on va être juste entre nous, entre guillemets, et puis après, on ouvrira le débat avec la salle. Vous inquiétez pas, vous pourrez prendre la parole et poser des questions à Vincent Bourget. La première question que nous pose Lausanne, c'est peut-être la remise en question du modèle de la maison individuelle, hein, puisqu'effectivement, il faut d'abord économiser l'espace et puis ensuite aller vers le zéro artificialisation nette d'ici 2050. Donc, tous les territoires, notamment à travers le document d'urbanisme, on va mettre en place des trajectoires de réduction de la consommation d'espace. Et c'est vrai que la maison individuelle, autant c'est une forme d'habitat qui reste très plébiscitée par la population, hein, régulièrement des sondages qui montrent que 80-85% des gens se projettent dans une maison individuelle, mais aussi c'est une forme qui est quand même très consommatrice d'espace, hein. Donc, sur les données qu'on peut sortir à l'agence par exemple, hein, entre 2015 et 2020, 80% des surfaces qui ont été consommées par de l'habitat le sont par de l'habitat individuel, alors que l'habitat individuel c'est que 43% des logements qui sont produits. Voilà, donc bien sûr que potentiellement la maison individuelle, elle peut être remise en question par la logique de sobriété foncière. Donc vous, par rapport à ces nouvelles obligations de sobriété foncière, comment vous voyez finalement l'avenir de la construction de maisons individuelles en Isère? Est-ce que déjà vous sentez un frein actuellement effectivement sur la construction de maisons? Et puis comment les constructeurs de maisons individuelles vont s'adapter à cette nouvelle donne? Alors du coup, comme vous l'avez dit, c'est une forme d'habitat qui est plébiscitée par les Français. C'est vraiment le premier point que je retiendrai, c'est-à-dire que finalement les acquéreurs et donc le marché plébiscitent la maison. 80% de la surface consommée pour produire du logement l'est par la maison individuelle, mais la maison individuelle sur son terrain, elle n'occupe que, en moyenne 30% du ténement. Le reste, c'est occupé par un jardin potager, par de la végétalisation
Et aujourd'hui, il y a pas mal d'études qui le montrent. Ce sont des parties autour de la maison qui présentent quand même une forte valeur ajoutée environnementale avec de la biodiversité dans les potagers et les différentes fleurs qui peuvent pousser dans les jardins. Pour la deuxième partie, le frein à la maison individuelle, aujourd'hui, avant le ZAN, on le perçoit déjà. Il y a différents impacts aujourd'hui à la maison. Clairement, la hausse des coûts de la production de logements, la hausse des coûts de la construction qui n'est pas résorbée, qui est de l'ordre d'à peu près de 30% sur 2 ans. La hausse des taux d'intérêt également, qui diminue la capacité des ménages de près de 25%. Et puis récemment, le retrait complet de la maison individuelle du dispositif prêt à taux zéro. Donc tout ça déjà de base sont des freins assez importants à la maison individuelle. Voilà, la ZAN, au-delà de ça, va effectivement créer quelques tensions probablement sur le foncier, même si aujourd'hui, dans bon nombre de PLU, on a déjà des PLU que j'appelle ZAN compatibles, c'est-à-dire qui présentent des projets sur des OAP. On perçoit déjà que la sobriété foncière fait partie de la réflexion de ces PLU. Un peu de densification, et donc de densification sur des zones qui sont déjà urbanisées et des zones rurales. Donc là, on a des points d'attention à avoir, de la concertation en amont pour pas créer d'inconfort avec l'existant. Voilà, on a aussi probablement, ce qui va se passer, c'est un impact sur l'offre. On aura moins de maisons individuelles sur des grands terrains, c'est-à-dire que historiquement on avait des terrains qui faisaient 1000 ou 1500 mètres carrés. Aujourd'hui, on a quand même des tailles de terrain qui se réduisent. Ça nécessite des aménagements qui sont mieux pensés parce qu'on a plus de promiscuité entre les logements. La maison individuelle pure, elle sera plus diffuse et probablement plus répandue sur des terrains qui sont découpés, ce qu'on appelle nous de la division de parcelles, donc qui sont finalement un peu à la marge et traités au coup par coup. Ce qu'on va retrouver dans l'offre demain, c'est probablement un peu plus de petits collectifs en secteur rural. Donc là, il y a tout un apprentissage à faire parce que quand on dit collectif dans un village, on peut aussi avoir besoin de faire de la concertation pour le faire comprendre. Donc voilà, à mon sens, c'est vraiment tout ça qui va nécessiter de l'adaptation. Maintenant, il y a un sujet d'adaptation qui est majeur en ce moment. La première adaptation des entreprises, c'est l'emploi, parce que forcément, moins de production, c'est une menace sur l'emploi et c'est une menace qui est importante aujourd'hui. Merci. Alors, par rapport à cette sobriété foncière, elle impose aussi, il semble, de s'occuper davantage du parc de logement qui est déjà existant. Et on a vu qu'il y avait pas mal de phénomènes de vacances, ou un peu d'obsolescence, finalement, d'une partie du parc des centres anciens. Il y a le phénomène des passoires énergétiques que Frédéric a introduit tout à l'heure. Donc, on sent qu'il y a des tas de limites là-dessus. Et en même temps, il y a un mouvement des politiques de l'habitat. Donc, à l'agence, on accompagne l'émergence des politiques de l'habitat et des politiques foncières. On voit bien que ce soit dans la métropole grenobloise, dans le Grésivaudan, dans le pays de Voironnais notamment, les réflexions actuelles elles vont dans le sens de mettre plus de moyens sur la qualification du parc existant pour lui redonner plus de valeur et optimiser son occupation. Alors c'est pas pourtant qu'on va arrêter de construire, c'est parce que prévoit forcément cette planification, mais quand même de donner plus d'ampleur à une offre de logement qui serait dans la recomposition du parc existant. Par ailleurs, il y a l'État quand même qui met en place des leviers assez forts au niveau national là-dessus, avec France Rénov, la prime Rénov, mon accompagnateur Rénov. Et puis là, l'ANA, par exemple, vient de voter son budget au niveau national et de le porter à plus de 6 milliards, donc 5 milliards pour la rénovation thermique. Donc, il y a des démarches de revitalisation aussi dans des centres-bourgs qui ont été impulsés par des dispositifs d'État, Action au cœur de ville, Petite ville de demain. Donc, on accompagne un certain nombre de territoires de communes, Tullin, Lamure, Saint-Marcelin, dans ces démarches-là. Donc voilà, il semble qu'il y ait quand même une forte remobilisation sur le sujet du parc existant. Dans ce contexte-là, comment vous voyez un peu cette perspective qui s'ouvre devant a priori les entreprises de la construction du bâtiment, en tout cas, ou de la rénovation? Est-ce que pour vous c'est une sorte de relais de croissance entre guillemets par rapport à la construction qui elle éventuellement viendrait être davantage limitée dans les années à venir? Voilà. Et par ailleurs, quand même, par rapport à ça, ça nous pose des enjeux, parce qu'on entend souvent, quand on fait les politiques d'habitat, qu'il manque d'entreprises qualifiées, par exemple, pour faire les travaux, que la filière est pas encore vraiment complètement de marche. Il manque d'entreprises RGE, par exemple, pour faire des travaux qui sont financés par l'ANA.
Voilà, donc sur ce chantier, a priori qui s'ouvre comme un boulevard de la rénovation, hein, vous allez me dire si c'est ce que vous pensez de ça, comment la filière du bâtiment finalement s'organise. Oui. Alors, dans le moment que l'on vit, avec effectivement un ralentissement très fort quand même sur la production à venir, je parlerai pas forcément d'un relais de croissance, mais plutôt d'un relais de transformation. On est vraiment au début de la structuration du marché de la rénovation, en tout cas du marché souhaité de la rénovation globale. À court, moyen terme, clairement, les logements rénovés ne compenseront pas les logements qu'on ne va pas construire. En termes de volume, pas en termes d'activité, mais déjà en termes de nombre de production de logements. C'est effectivement un relais de transformation, c'est-à-dire que les entreprises doivent s'adapter. Oui, à condition, dans un premier temps, vous avez cité les aides, qu'il y ait une stabilisation de l'organisation de ces aides, parce que aujourd'hui, on le voit depuis 3 ans, il y a des remises en question régulières finalement de l'organisation et des dossiers à monter pour obtenir ces aides. Donc c'est une vraie complexité pour les entreprises qui se sont structurées sur la rénovation. Tous les ans, ça nécessite de remettre en route finalement toute une démarche administrative pour être certifié. Et puis effectivement, il y a une filière à former. Aujourd'hui, vous l'avez dit, on a des postes de coûts qui sont importants dans la rénovation. Ces postes de coûts, ils doivent et ils ne peuvent se répercuter que effectivement sur le marché. Donc ça veut dire qu'il faut que le marché aussi s'oriente vers ces solutions. La rénovation présente des coûts importants parce que bien souvent, on a quand même de la démolition, de la dépollution dans quasiment tous les cas, de l'adaptation, du sur-mesure, parfois aussi des dossiers à présenter aux architectes des bâtiments de France en fonction des villes dans lesquelles on travaille, des risques d'aléas qui sont élevés parce qu'on reprend de l'existant, quand on déconstruit, qu'on découvre finalement les fondations sous un mur, parfois il faut refaire le mur, et des normes, puisque on cumule aussi beaucoup de normes dans la construction, dans le logement neuf qu'on doit adapter au marché de la rénovation. Il y a certaines normes qui sont difficilement adaptables. Donc tout ça crée des contraintes importantes et à la fois en termes d'études comme en termes de réalisation, ça présente une complexité. Les entreprises qui produisent des logements neufs, finalement, travaillent avec un cahier des charges qui est très encadré et qui est connu en amont. Quand on travaille sur de la rénovation, eh bien, plus on avance sur le chantier, plus on découvre des choses. Donc c'est vraiment une démarche différente pour les entreprises. Je crois que vous avez un exemple d'une opération aussi à la Côte Saint-André, justement, dans la qualification d'un îlot dans la centralité dans le centre ancien de la Côte Saint-André, et ça a été difficile, en fait. Voilà, on a travaillé sur un projet dans le centre de la Côte Saint-André. Il y a quelques diapositives là, qui présentent la situation un petit peu de ce voilà, exactement. On a été sollicité par la mairie parce qu'on a donc travaillé sur un projet de promotion immobilière en cœur de ville, et la mairie se questionne parce que la Côte Saint-André est donc, comme beaucoup de villes intermédiaires, disons, présente beaucoup de logements vacants sur sa commune et a souhaité du coup porter une réflexion sur tiens, si on décidait à une échelle importante de rénover un îlot, avoir une vision un peu macro finalement d'un ensemble de constructions qui sont enchevêtrées les unes aux autres. Comment on pourrait s'y prendre et où ça nous emmènerait, quelles sont les complexités auxquelles on devrait faire face, etc. Donc je veux bien qu'on déroule le slide d'après, s'il vous plaît. Voilà. Donc alors pardon, on va revenir juste peut-être avant que je précise les choses. Donc en haut à droite, on voit la situation. Donc on est vraiment au cœur de la ville de la Côte Saint-André. On est en zone UA. Donc voilà, on a une ville qui est dynamique, mais une ville qui a été finalement construite aussi au cours du temps avec différents parcelles, différentes rénovations, et on a isolé le macro-lot que vous voyez sur la carte de gauche qui est entouré en rouge. Voilà. Il représente, combien de logements ça représente Ça représente un peu plus d'une cinquantaine de logements. Merci. Voilà. Et donc quand on va un petit peu plus dans le détail, on identifie ces fameux logements que vous décriviez. Donc des logements, certains sont insalubres, certains sont vacants, certains sont très dégradés, certains sont médiocres. Donc il y a une identification qui a été faite là sur la carte de gauche en termes de vétusté.
Ensuite, il y a des bâtiments qui présentent un intérêt patrimonial. Il y a notamment des immeubles remarquables. Donc, on n'a pas d'immeuble d'intérêt majeur sur cette parcelle, mais des bâtiments qui ont un intérêt remarquable. Et puis, il y a de la vacance en fonction donc des secteurs, donc des commerces ou des services qui sont vacants. Alors, on se rend compte que finalement, les biens très dégradés, pour la plupart, sont vacants. Donc là, on n'a pas trop de surprises. Mais on se rend compte aussi qu'on a de la vacance sur effectivement des biens qui sont insalubres, mais qui sont également immeubles remarquables. Donc voilà, on commence du coup à toucher du doigt la problématique de la rénovation de ce type de logement et de ce type de bâtiment. Donc l'objectif de la mairie, c'était d'isoler plusieurs lots et d'avoir une réflexion sur ces lots pour aller un tout petit peu plus loin. Donc on a travaillé sur les lots qui sont à l'angle de la rue 238-237. On va aller au slide d'après, s'il vous plaît. Hop, voilà. Donc deux immeubles qui ont été depuis en partie rénovés, notamment sur la partie commerce du rez-de-chaussée, puisque un des propriétaires donc a un commerce au rez-de-chaussée, c'est un opticien, donc il a rénové le rez-de-chaussée. L'étage, c'est d'autres propriétaires qui n'ont pas forcément entrepris des travaux de rénovation. Donc en fait, on a un bâtiment qui est dans un état un peu vétuste, mais pas complètement. Voilà, donc l'idée c'est de travailler sur cette parcelle en ayant cette réflexion. Comment on peut imaginer une rénovation globale, qualitative, pour ces logements. Créer 10 logements dans ces espaces qui sont en partie vacants. La première question qui se pose quand on ouvre le PLU, c'est le stationnement, puisque du coup on est à la côte Saint-André. Il y a effectivement de l'activité, mais plutôt à l'extérieur de la ville. Voilà. Aujourd'hui, incapacité de produire du stationnement, et donc on soulève des sujets qui sont multiples pour la rénovation et notamment pour la rénovation globale. La multipropriété de l'îlot, donc on a quand même des complexités, notamment entre la parcelle 238 et la 237. En termes de toiture, il semble y avoir finalement des servitudes à créer qui sont pas forcément créées. Enfin, on lève toute la problématique de la propriété dans le temps. Les choses n'ont pas forcément été écrites, elles ont été parfois dites aussi. On a des problématiques de stationnement, des problématiques d'accès, et là clairement une autre problématique qui se présente, c'est le chantier, c'est-à-dire que demain démonter une partie du bâtiment pour en rénover la toiture, ça impose presque de fermer 3 rues, puisqu'on est dans un angle, et ça effectivement ça peut présenter des problématiques dans des villes comme celle-ci où la circulation est quand même assez compliquée. Donc pour être effectivement efficace, cette rénovation, elle doit être bien pensée en amont. Voilà. Donc après, on a fait toute une étude économique aussi sur la réalisation de cette opération et au besoin, on pourra échanger autour de ça. Très bien, merci. Pour clôturer cette petite phase où on est juste entre nous, entre guillemets. Alors pardon, j'ai oublié un point aussi important. Du coup, dans les logements qui ont été rénovés, parce qu'il y a des logements qui ont été rénovés dans les parcelles en dessous, là, 239 à 244, il y a des logements qui ont été rénovés au coup par coup. C'est-à-dire qu'il y a des propriétaires de leur appartement dans la copropriété qui ont décidé de faire des travaux de rénovation. On se rend compte aujourd'hui avec les rénovateurs qui font partie du pôle habitat que pour faire une rénovation qualitative et globale, le logement il doit être inoccupé. Il n'y a que 20% des dossiers où les gens ont une solution de relogement. On mesure tous la pénurie de l'offre locative, puisqu'il faut donc se reloger le temps qu'on fait les travaux. L'offre locative en ce moment, elle est particulièrement tendue partout en France. Donc il y a une problématique, il y a un point de frottement. Rénover, oui, mais avec personne dans le logement, mais on met où les personnes qui occupent ce logement le temps de la rénovation? Ça, c'est une problématique qui, effectivement, nous emmène à la suite de nos échanges. Très bien. On rediscutera du coup des différentes problématiques que vous avez pointées, de stationnement, de gestion du chantier, de l'occupation, effectivement, et de coûts aussi, du patrimoine. Peut-être juste pour finir sur cette partie en lien avec le ZAN, effectivement, on a commencé à mettre un pied dans la complexité peut-être et les évolutions de métiers, de perspectives. Est-ce que d'après vous, il y a des synergies à renforcer entre les acteurs du monde public ou du monde privé, enfin du monde privé entre eux ou du monde public aussi, dans le dialogue? Voilà.
Oui, du coup, ça rejoint vraiment la réflexion globale. Aujourd'hui, on a différentes solutions de logement, finalement, et un parcours résidentiel, une réponse, en fait, aux besoins des ménages en temps voulu. On parlait tout à l'heure des familles monoparentales, on a aussi des familles recomposées, on a des personnes âgées qui décident de vendre leur logement parce qu'il est plus adapté. En fait, les solutions, à mon sens, elles ne peuvent pas être désolidarisées les unes des autres. C'est-à-dire qu'on travaille aujourd'hui avec un équilibre qui doit être trouvé, avec des concertations en amont avec les collectivités, avec les acteurs, pour que les projets d'aménagement, qui de plus en plus sont des projets d'aménagement, mais aussi de mix de produits, c'est-à-dire que un aménagement qui est fait sur un terrain qui est à urbaniser, il présente bien souvent du logement collectif, de la maison, dans certains cas même de la rénovation, et finalement on commence à toucher les 4 métiers. Donc je pense qu'il ne faut pas opposer toutes les solutions, il y a besoin effectivement de l'offre complète de logement. Si on n'a pas l'offre complète de logement, l'effet de chaîne, c'est-à-dire le déplacement des personnes d'un logement qui ne leur convient plus vers un logement qui leur convient mieux, n'a plus lieu. Et s'il n'y a plus d'effet de chaîne, il n'y a plus de mobilité. Et quand il n'y a plus de mobilité, effectivement, l'engrenage est un peu enrayé. On libère pas des logements qui ont besoin d'être rénovés, qui pourraient être rénovés pendant ce temps de vacances, justement. Donc ça, c'est, à mon sens, c'est vraiment la priorité, quoi. Réactiver cet effet de chaîne et cette mobilité pour produire des logements qui soient adaptés à chacun. Il faut bien sûr rénover le parc, c'est certain. La filière est en train de s'organiser autour de ça pour trouver des solutions effectivement à ces problématiques, mais pas opposer les solutions. Très bien. Merci beaucoup pour ces différents éléments. Merci à vous.